J'invite maintenant Dylan Caruso à nous rejoindre. Dylan Caruso est plasticien, professeur agrégé d'art plastique et chargé de cours à Paris 8. Il prépare une thèse de doctorat intitulée « Sécrétion et conflits de représentation » à l'université de Picardie-Jules Verne, sous la direction d'Éric Valette et Anne Favier. Dylan, je te laisse la parole. Merci pour cette présentation. J'en profite également pour remercier Anne Favier pour sa gentille invitation. Dans son discours prononcé le 7 janvier 1939 à la Sorbonne, Paul Valéry remarquait que la photographie nous engagerait plutôt à vouloir cesser de décrire ce qui peut, de soi-même, s'inscrire. Aujourd'hui, avec les reprises graphiques des images appareillées, force est de constater que la photographie s'est substituée au modèle et qu'une autre question se pose désormais: pourquoi vouloir décrire ce qui s'est de soi-même inscrit ? Pourquoi ce retour archaïque à la main après qu'une simple palpation du doigt eût suffi à redoubler le monde ? Alors, à l'heure des remakes cinématographiques et des covers musicales, nous ne nous étonnerons pas de penser ensemble les artistes de la reprise. Le devenir sujet de l'image photographique sur lequel nous sommes invités à réfléchir ensemble aujourd'hui nous rappelle que nous vivons dans un monde où l'image engendre l'image. Que ce soit sur TikTok où tout à chacun peut relever le challenge, ou sur Instagram où nombre d'images ne sont que le reflet des autres, érigées en canon à reproduire. On dirait que le monde succombe à ces images et que les reprises de vue, pour reprendre l'expression d'Anne Favier dans l'appel à communication, sont des temps de pause nécessaires à l'observation des images qui semblent d'ordinaire passer sous les radars de nos observations. Et d'ailleurs, c'est par cette question, celle de l'observation, que je souhaiterais commencer. Que se passe-t-il quand l'acte de dessiner se passe de l'observation de visu de l'objet déjà représenté par la photographie ? Donc qu'est-ce qui est représenté alors ? L'objet de la représentation, c'est-à-dire le sujet, ou bien ceux qui le représentent, c'est-à-dire la photographie ? Et finalement, le geste du photographe serait-il à opposer ou à marier à celui du dessinateur ? Donc pour répondre à ces questions, je vous propose de me focaliser sur la série Drawn plus Burnt de Davide Cantoni, donc un travail que vous avez eu l'occasion de voir déjà dans ces murs, soit à l'occasion de l'exposition Fragile ou bien lors de l'exposition des dessins de la collection en 2014. Donc, il s'agit d'images extraites de The New York Times et qui sont reprises ensuite graphiquement, puis brûlées partiellement par l'artiste. Donc, en reprenant des images publiées dans The New York Times, Davide Cantoni fait dialoguer singulièrement la photographie et le dessin. C'est par leur mise en contact, en plaçant un papier vélin légèrement translucide directement sur la page du quotidien, que l'artiste a commencé sa série, donc Drawn plus Burnt, en 1997. C'est donc au plus près de l'image source, à même la photographie, que le geste graphique a lieu. Cette opération de report devrait laisser peu de place à l'écart, puisque la photographie est calquée par le dessin, et la photographie semble guider la main du dessinateur, comme le patron guide celle du couturier. Cette transcription, ce passage d'un langage à un autre, d'une forme à une autre, apparaît donc comme besogneuse. On dirait que l'artiste est à sa tâche, comme si faire ne consistait qu'à refaire. Mais paradoxalement, on remarque que c'est lorsqu'il a lieu au plus près des images sources que le dessin de Cantoni nous aveugle, au point de nous faire fermer les yeux sur le sujet représenté par la photographie. Seul le titre permet alors d'informer le spectateur sur le sujet qui, visuellement, fait défaut. En effet, en passant d'un médium à l'autre, l'image est altérée. Déjà par le traitement graphique qu'elle reçoit, à la ligne claire et en aplat, le message photographique est brouillé. Mais plus que cela, l'image semble avoir subi des lésions qui laissent voir des lacunes, des manquements iconiques. En effet, l'artiste intervient sur ses dessins à l'aide d'une lentille grossissante qui concentre la lumière du soleil et qui vient brûler le papier vélin. Ces manquements, ces écarts provoqués par le réau de feu agissent comme une sorte de bégaiement dans l'articulation de l'image et la rendent moins intelligible. Après les bouquets de Lucio Fontana, nous pourrions voir dans les percées de Cantoni une attaque renouvelée au pacte mimétique. Mais le fait est que les trous de Cantoni ont lieu sur une représentation et qu'ils s'apparentent donc à des réserves. Plus que des réserves, j'aime y voir des timidités, des zones desquelles l'image se retire, recule. En fait, l'image s'absente, comme pour mieux montrer son impossibilité à tout montrer. C'est comme si elle prenait la parole pour se taire. Ainsi, l'artiste transforme les photographies de presse en images accidentées. L'image source,
qui était documentaire, qui faisait autorité, devient, après le passage à la loupe de l'artiste, moins certaine, plus parcellaire. Le Réau de feu, en reléguant l'iconicité au second plan, sème le doute et souligne notre distance face aux faits partiellement relatés par le photojournalisme. Par ailleurs, certaines des images de Cantoni semblent incarner l'acte qu'elles représentent, et elles sont comme si elles étaient à la recherche de plus de véracité. Et ce faisant, elles se font l'écho troublant de la remarque de Walter Benjamin à propos de l'autoportrait prémonitoire de Karl Albert de Zandi, donc je cite, « Le réel a pour ainsi dire brûlé un trou dans l'image ». En trouant réellement ces images, Cantoni fait parfois adhérer justement l'objet de la représentation à sa représentation. On remarque donc que certains dessins carbonisés de cette série semblent avoir échappé aux déflagrations qu'ils représentent, et le rapport entre le sujet et l'intervention de Cantoni prend dans Melting Iceberg Antarctica par exemple une dimension tautologique, puisque les altérations de l'image dues à l'intervention pyromane de l'artiste rejouent la fonte des glaces. Précisons à cette occasion que l'usage graphique qui est ici fait de la lumière du soleil n'est pas sans rappeler la genèse de la photographie, puisque photographier quelque chose, c'est faire un acte graphique, drawn, avec la lumière, burnt. Physiquement, c'est à travers la lentille du sténopé que la brûlure du soleil se transforme en image lors de la prise de vue. Ainsi, je ne redirai pas ici que les dessins brûlés de Davide Cantoni rentrent en empathie avec les images qu'ils reprennent, mais j'ajouterai qu'ils sont aussi une sorte de redoublement mimétique du processus photographique, qu'ils agissent physiquement comme une autre prise de vue après la prise de vue, qu'ils permettent justement, en reprenant le processus photographique, et plus que cela, en le rendant visible, de mettre au jour le caractère partial de la photographie. Il ne s'agit donc pas pour Cantoni de brouiller la lecture du sujet représenté par la photographie, puisque cela supposerait qu'il était parfaitement lisible avant son intervention, mais de montrer par le ricochet du réau de feu aveuglant que regarder une photographie, c'est voir à travers les yeux d'un autre, que ce soit l'œil de l'opérateur, donc du photographe, ou bien de l'apparatus, de l'appareil. Pour le dire autrement, Cantoni brouille la photographie, c'est-à-dire l'image des faits, pour nous montrer que la photographie brouille les faits. En fait, l'intervention de Cantoni brouille l'image une deuxième fois. Et le procédé mis en place par l'artiste est rejoué pour chacune des images qu'il décide d'extraire du New York Times. Et une sorte d'écho se fait alors entendre lorsque l'on passe d'une image à une autre, comme un sentiment de déjà-vu après que l'œuvre résultait d'un déjà-fait. Mais je ne vois là encore qu'une forme de mimétisme. La photographie ne réinvente pas sa technique à chaque prise de vue, et Davide Cantoni non plus. Mais là où la technique photographique permet de mettre l'accent sur l'iconicité, la reprise graphique requalifiante de Cantoni fait tout l'inverse, et à première vue, elle nous fait détourner les yeux de ce qu'elle représente pour insister sur comment elle se présente. Et c'est en cela que la pratique graphique qui nous retient consume la photographie, parce que le réau de feu vient mettre en lumière le voile transparent de la photographie, son caractère immatériel. La photographie est consumée et nous nous focalisons alors sur sa scorie, c'est-à-dire la ténuité de son signifiant. D'ailleurs, traditionnellement, l'iconicité photographique ne supporte pas la matérialité de son support. La lisibilité de la photographie est suspendue à la planéité lisse et immaculée du papier. Aujourd'hui, on remarque que dans certaines pratiques photographiques relevant de ce que Michel Poivert appelle la photographie expérimentale, le tirage devient une zone d'expression plastique qui participe, à égalité avec la prise de vue, au message photographique. Donc je pense ici particulièrement à la série de Laurence Agarter, Cathédrale hermétique. Donc les photographies, qui sont des représentations d'architecture religieuse, le plus souvent gothique, sont imprimées à l'encre thermoréactive. Ainsi, la révélation photographique a lieu en plein jour, en fonction de la chaleur et donc de la lumière du lieu d'exposition. Donc nous avons là 3 photographies du même tirage à 3 stades de sa révélation. Alors, sans faire de Davide Cantoni un photographe expérimental qui accorderait autant d'importance à la matérialité du tirage qu'à la prise de vue, force est de constater que les dessins de l'artiste sont des mises en matière de prise de vue réalisées par des tiers, qu'ils s'apparentent donc à des tirages. En effet, Davide Cantoni utilise l'image photographique comme un patron, une matrice indispensable à la réalisation de la première étape de son dessin. La photographie, nous l'avons dit, est calquée par contact direct ou par projection en fonction des contraintes du format, rejouée par un dessin à la ligne claire marqué par peu d'aplat. Puis, le réau de feu vient faire vibrer les ombres et les lumières, et de la même manière que le trop de lumière vient cramer les blancs en photographie et montrer une défaillance, accidentelle ou provoquée, du photographe, le feu traverse le papier vélin
et trouble le message photographique en rendant sa transcription finalement aussi visible que lui. Et dans les deux cas, c'est la main de l'artiste qui nous fait signe. Nous l'avons compris, avec ses dessins brûlés, Davide Cantoni met les mains dans le processus photographique pour lui donner une forme de visibilité. Mais plus que cela, la prise en main du médium photographique permet à l'artiste de mettre en matière cette image volatile qu'est la photographie. Il remet les mains dans le processus photographique, non pas simplement pour souligner son caractère faussement achéropoïète, mais pour rompre avec la double distance à laquelle l'image photographique nous astreint. Car si, comme toute image, la photographie nous met à distance de représentation de l'objet qu'elle représente, elle est également le médium privilégié de la contemplation à distance. Or, mettre la photographie en matière, ou mettre de la matière dans la photographie, rompre avec son insignifiance matérielle, permet de fissurer la photogénie à laquelle la photographie semble nous astreindre. En voyant des reproductions projetées sur écran des œuvres de Cantoni, nous voyons bien qu'elles sont comme amputées par leur représentation photographique. On dirait qu'il en manque un morceau. Ces images qui affirment leur matérialité permettent de matérialiser l'écran. Elles le font voir, peut-être plus franchement que les autres, comme un intermédiaire qui se pose entre nous et l'image. La surface de l'écran n'est pas un analogon du support de l'œuvre, mais bien un passeur, et ce passeur prend finalement une commission au passage. En fait, le procédé mis en place par Davide Cantoni fait que l'image devient indécollable de son support. La reprise graphique de la photographie permet son retour à l'unicité, mais elle permet aussi de la mettre au monde sur le mode du palpable. En effet, l'artiste travaille sur un papier vélin pour sa qualité de transparence, nous l'avons dit, mais aussi pour sa finesse et sa sensibilité au feu, nous l'avons supposé. Précisons maintenant que le papier vélin que l'artiste utilise renvoie directement au vélin, qui était un support utilisé en calligraphie et réalisé avec la peau d'un velot, c'est-à-dire d'un veau mort-né. Ainsi, le papier vélin évoque la douceur et la finesse de la peau, mais aussi d'une pellicule photosensible, puisque, rappelons-le, pellicula vient de pellis et signifie petite peau. On voit bien là que cette attention portée au support est d'une autre nature que celle du photographe vis-à-vis du papier utilisé lors du tirage. Si celui-ci permet de moduler la gamme chromatique, d'accentuer la richesse des nuances, les conforter, d'être au plus près de la volonté du photographe, il ne prend pas part au message photographique et ne requalifie pas la représentation. Le traitement infligé au support par Davide Cantoni ne fait pas que mettre en avant sa littéralité et affirmer que nous sommes bien face à une image, il provoque également le glissement de la littéralité du médium photographique vers l'épaisseur de la réalité. Il permet d'ancrer l'image, de l'appesantir du réel. Et cette attention particulière qui est portée au support se retrouve également dans le travail de Léa Belozovic, que nous avons la chance de pouvoir appréhender aujourd'hui. Lorsqu'elle transfère une image sur du feutre, le support n'est pas interchangeable, mais partie prenante de l'œuvre. Sa plasticité influence la forme et a des incidences sémantiques. L'anthropologue Tom Ingold note à propos du feutre, je cite, « Fabriqué d'un mélange de fibres de laine enchevêtrées, sans aucune direction et s'étendant sans limite, dans tous les sens, le feutre est tout ce que le tissu n'est pas. » Nous ne rappellerons pas ici la proximité entre le texte et le tissu, le tissage et le lisible, mais nous voyons bien là que le choix du support détermine le résultat. C'est aussi l'enchevêtrement des fibres qui enchevêtre l'image, qui brouille sa lisibilité. C'est par l'action combinée du feutre et du crayon que l'horreur de la forme glisse dans la douceur de l'informe. C'est donc tout autant le geste de la dessinatrice que la qualité de son support qui produit cette image, qui, en affirmant singulièrement sa texture, confirme l'interconnexion de l'image à la matérialité. Et que ce soit le travail de Léa Belozovic ou de Davide Cantoni, l'ajout d'un signifiant graphique à la photographie ne signifie pas qu'il cherche à gommer le référent photographique. Au contraire, le détour matériel qu'ils font prendre à la photographie peut justement permettre un retour en force de l'iconicité, en lui redonnant du sens, de l'impact. Revêtu d'une nouvelle dimension, le message photographique s'habille donc d'un nouveau discours. Et cette attitude plastique qui consiste finalement, nous l'avons dit, autant à mettre en image qu'à mettre en matière, un déjà-là volatile, est une composante de nombreuses pratiques artistiques contemporaines. L'artiste contemporain semble être tacitement invité à prendre position face à la multiplication des images. Et dans le même temps, on constate qu'une part importante d'artistes convoque la charge symbolique des matériaux constituant leurs œuvres. Donc je pense particulièrement à Nicolas Dauban ou à Lionel Sabaté, pour ne citer qu'eux.
Même au sein du médium photographique, nous assistons à un regain d'attention à l'endroit de la matérialité de l'œuvre. Donc nous l'avons montré avec Laurence Agarter, mais les exemples sont nombreux. Dans les différentes stratégies qui sont mises en place pour faire face à la multiplication des images, les deux tendances, c'est-à-dire la reprise et l'importance donnée à la matérialité de l'œuvre, loin d'être antinomiques, semblent finalement aller dans le même sens. Avant de poursuivre, je souhaiterais soulever un paradoxe. Alors que les images se multiplient, que certaines deviennent virales, elles semblent individuellement perdre peu à peu de leur valeur. Si jadis une image pouvait nous accompagner une vie durant, aujourd'hui elle nous file entre les doigts, on les swipe, une image en chasse une autre sans jamais vraiment nous arrêter. Leur quantité semble avoir eu raison de leur qualité émotionnelle. Combien d'images d'enfants victimes de malnutrition, blessés, morts circulent, et combien nous arrêtent ? Si ces images ne semblent pas montrer moins de cruauté que la fille brûlée au napalm de Nicut, elles sont cependant moins rares. Alors, au flot vertigineux d'images qui semblent être responsables de la dilution de leur impact, s'ajoute également le caractère insignifiant de l'image photographique qui s'est accru depuis que celle-ci n'est vue qu'au travers des écrans. Car même si quand on regarde la photographie d'une pomme, on voit tous une pomme, même si le référent adhère, pour le dire avec le mot de Roland Barthes, l'image photographique nous met toujours au contact d'une absence. Alors comment rendre présent ce qui demeure à distance de représentation ? Comment redonner de la valeur aux images ? Il semblerait que ce soit la question à laquelle Davide Cantoni tente de répondre lorsqu'il transpose sur le vélin des images issues du New York Times. Cette transposition semble lui permettre de donner aux photographies de presse une autre dimension. Après être passées à l'épreuve de sa main, les images que l'on voit d'ordinaire sans regarder semblent étrangement renouer, malgré leur aveuglement, avec une visibilité qu'elles ne semblaient pas avoir lorsqu'elles étaient médiatiques. En fait, en plus de l'image, c'est l'acte de voir qui se transforme lorsque la photographie passe au dessin. C'est l'attention qu'on lui porte qui s'amplifie. Rappelant singulièrement ce que note Patrick Vaudet dans La peinture et l'image, donc à propos de la peinture, mais que nous pouvons tout à fait appliquer au dessin, si devant une photographie, nous avons l'impression que la vue existe sans notre regard, qu'elle est à jamais ce qu'elle est, embaumée, devant un tableau, nous avons l'impression qu'il ne pourrait se passer de notre regard pour en être animé, revivifié. Le tableau garde en présence, il n'évoque pas, il convoque. Au XIXe siècle, des scientifiques ont découvert la possibilité d'arrêter le temps en fixant les images obtenues par la caméra obscura. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit à nous de trouver le moyen de nous arrêter sur les images qui depuis nous assaillent. Puisqu'après avoir trouvé le moyen de faire des images à la vitesse de la lumière, on sait maintenant les partager à la vitesse du son. En plus des habitudes des spectateurs, c'est l'activité des artistes qui se trouve être bousculée par la multiplication des images. La remarque de Gilles Deleuze à propos de la page blanche qui, je cite, est déjà tout entière investie virtuellement par toutes sortes de clichés, n'a jamais été aussi vraie. Comment être autre chose qu'une vague dans l'océan des images ? Face à ce tumulte d'images, les artistes de la reprise semblent se positionner en intercesseurs. C'est à travers eux qu'elles viennent à nous, conscients de la tendance à substituer les images appareillées à notre propre expérience du monde. Ils décident de passer par le dessin pour reprendre la main, et face à la dynamique du flux, ils proposent plutôt une forme de thésaurisation des images. En effet, en extrayant des morceaux choisis du flux continuellement déversé par les médias, Cantoni, nous l'avons dit, les retire, c'est-à-dire qu'il en réalise un nouveau tirage, une nouvelle épreuve, mais il nous retire également de cette cadence infernale. Pour les artistes de la reprise, il ne s'agit pas vraiment de retirer les images du flux pour les y remettre, modifiées ou non, mais bien plutôt de les mettre en circulation au sein d'un réseau périphérique qui est celui des lieux de monstration des œuvres. Si ce réseau est plus confidentiel, il n'en demeure pas moins le lieu de rencontre privilégié avec les images. Ce faisant, aller dans un espace d'exposition reviendrait d'une certaine manière à aller aux archives, lieu dans lequel on se retire du flux pour finalement découvrir des morceaux du flux et, pour une fois, s'arrêter sur les images. Ainsi, reprendre des images provenant de médias, les priver de leurs entours journalistiques, n'est-ce pas leur offrir la possibilité d'être regardées comme des images ? Ces images de tous les jours ont-elles besoin de passer par le filtre requalifiant, plus ou moins opalescent de la main de l'artiste, pour être seulement regardées ? Faut-il passer par la main pour appeler le regard ? Et je vous propose de nous arrêter sur une citation de Marie-Josée Mondzin. « L'image ne produit aucune évidence, aucune vérité, et ne peut montrer que ce que produit le regard que l'on porte sur elle. L'image attend sa visibilité de la relation qui s'instaure entre ceux qui la produisent et ceux qui la regardent. En tant qu'image,
elle ne montre rien. Si elle montre délibérément quelque chose, elle communique et ne manifeste plus sa nature d'image, c'est-à-dire son attente de regard. Et je vous remercie. Merci beaucoup Dylan pour cette intervention très passionnante, notamment sur la question de l'image aussi plus largement, dont on aura peut-être l'occasion de revenir. Je voudrais savoir si je me tourne vers le public pour savoir s'il y a des questions. Donc Julie. Effectivement, il y avait une récente exposition au Jeu de Paume, le supermarché des images, qui interroge cette économie de l'image, c'est-à-dire le fait qu'on a construit, par exemple, construit, c'est pas le terme exact, mais des réseaux de circulation des images, qui ont été d'ailleurs construits par des personnes qui n'ont pas forcément de smartphone, ou en tous les cas accès à ce flot d'images. Et c'est peut-être une forme d'embarras, hein, cette vitesse et cette accumulation d'images, dont il va falloir régler la question. Peut-être est-ce juste une étoile, a dit Julie. Je voulais revenir en fait sur vos deux interventions, notamment par rapport à la question de la visibilité que vous avez relevée tous les deux. Et ces artistes que vous avez présentés, d'une certaine manière, nous montrent que l'image appartient pas en fait uniquement à ce régime-là de la visibilité, et qu'elle existe, qu'elle peut exister justement dans cet écart, qu'elle peut s'extraire en fait d'un support matériel, d'une certaine manière. Voilà, c'était juste une remarque. Je ne sais pas si Dina, tu veux. Oui, je peux réagir. Effectivement, je pense que Davide Cantoni, par exemple, est une forme de, j'allais dire de rempart, mais c'est pas une fois encore le bon terme. Mais c'est aussi une manière finalement de répondre à ces images qui sont purement volatiles, qu'on voit pas forcément avec des supports. Et ces pratiques qui incarnent, qui ancrent les images, je pense qu'elles naissent aussi au regard de ce qu'on peut percevoir tous les jours. Et d'ailleurs, par rapport à la question du flux des images, est-ce qu'on ne les voit vraiment pas, finalement, les images du flux ? Est-ce qu'on ne fait que les voir en tant que spectateur ou en tant que personne Oui, je pense que c'est une question qui est tout à fait personnelle, que chacun effectivement réagit différemment à ces images. J'évoquais tout à l'heure effectivement la présence en abondance d'ailleurs d'images violentes, hein, et qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on y répond ? Est-ce qu'on les oublie ? Et c'est vrai que c'est une question qui est infiniment d'actualité. Il y a aussi Philippe Roux, donc au fond, qui aurait une question.
Tu nous trouves trop timorés, c'est ça? Oui. L'histoire nous offre une grande possibilité actuellement, qui est celle de pouvoir accéder à un texte longtemps interdit. Oui, je vois de quoi vous parlez. J'aurais aimé avoir votre réaction sur le sujet. Écoutez, je crois que c'était cette publication effectivement récente en français de Mein Kampf a fait effectivement couler beaucoup d'encre. Et il y a eu du reste plusieurs années pour que le projet puisse, nécessaire pour que le projet puisse finalement prendre forme. Je pense que maintenant, dans les conditions dans lesquelles il se fait, on est dans quelque chose de positif, dans la mesure où l'appareil de notes occupe une place extrêmement importante, et que donc ce texte n'apparaît pas pour lui-même, mais il apparaît face à la critique que peuvent faire les historiens aujourd'hui en l'état. Voilà, donc je pense que c'est une parution qui arrive au moment où... Mais bon, je crois qu'on s'éloigne quand même de l'image. mais je pense qu'effectivement, moi j'ai tendance à penser effectivement que on parle cet après-midi des images d'aujourd'hui, des images très récentes, des images qui nous bousculent et qui se bousculent. Et puis là, je viens un peu de parler aussi des images du passé, de l'histoire, de la mémoire. Mais les images d'aujourd'hui sont appelées à être oubliées et sont appelées à ressurgir à un moment donné, selon des cycles en fait de mémoire qu'on arrive aujourd'hui dont on arrive aujourd'hui à poser l'hypothèse. Elle n'est pas encore totalement confirmée, mais elle existe. Tout le travail qui a été fait à propos des images liées à la Seconde Guerre mondiale et à la déportation et à la Shoah, effectivement, a montré que c'est seulement pour les artistes eux-mêmes, parce que j'ai travaillé particulièrement avec plusieurs artistes survivants. Il faut compter 25 ans pour que certaines images puissent ressurgir et qu'elles puissent être travaillées sur un plan plastique. Et pour nous qui sommes qui ne sommes pas des témoins, il faut plus longtemps encore. C'est-à-dire qu'en fait, ce cycle, il est bien pratiquement 60 ans. Il faut compter 60 ans, effectivement, pour que... Et justement, le cas de la guerre d'Algérie et du cas qu'on étudiait tout à l'heure, 1961, ça fait effectivement 60 ans. Et c'est aujourd'hui, effectivement, que les historiens ont beaucoup travaillé déjà sur cette nuit terrible, en partant des années 80 et surtout 90. Mais ce travail d'historien n'a pas pu franchir, en fait, le seuil de la réception par l'opinion publique. Et en fait, ce travail d'historien est resté connu que d'un certain nombre, en fait, de spécialistes ou de personnes particulièrement intéressées par cet épisode, etc. Mais c'est aujourd'hui seulement que dans l'opinion publique, ces images, en fait, ressurgissent et questionnent. Dans le cadre effectivement, cette réflexion sur les guerres les guerres de décolonisation et puis le post-colonial. Et donc, j'ai bien dit tout à l'heure, effectivement, je ne veux pas considérer en aucun cas qu'il y a des liens de causalité stricts. Ce serait absurde d'affirmer une telle chose. Mais malgré tout, le travail des artistes s'inscrit dans une temporalité qui les dépasse et qui nous dépasse tous, et dans laquelle tous nos regards sur les images du passé se transforment au fil, effectivement, des cycles de mémoire. Je pense. Oui. Olivier Belon a une question. Je vous laisse décider. Olivier Belon. C'est que
On va demander à l'artiste lui-même. Je ne vais pas me permettre de répondre à sa place, là. On en revient à Léonard de Vinci et la cosa mentale. Comment? On en revient à Léonard de Vinci et la cosa mentale. Le destin. Il s'est enfui, Eric, voilà. Ils sont sortis. Peut-être, vous avez fini du coup? Moi, je pense, pour répondre, enfin, c'est difficile de répondre. Je pense qu'effectivement, face à ces dessins, on est dans la question, on est interpellé, on ne sait pas on les regarde longuement. Effectivement, ils sont comme décollés en fait de leur matérialité. Et oui, absolument. Mais je pense que chez Eric Manigault, je pense qu'il est très important la phase, j'ai peut-être pas assez insisté, dans le choix de la photo source, de l'image source. Là, par exemple, il me semble bien que pour cette nuit du 7 octobre, il a voulu donner vraiment un aperçu de l'ensemble des perspectives données par les différents photographes, selon aussi l'endroit où ils se trouvaient au moment où ils ont pu photographier, avec ce côté très aléatoire, puisque finalement c'était peu évident du tout, et on sait à quel point il a été périlleux pour Kagan de faire ces clichés. Et je crois que le choix de Eric Manigault est très important pour donner cette diversité de perspectives, effectivement, et montrer, oui, toutes les manières d'aborder le sujet. Tout en privilégiant des photographes plus engagés politiquement. Il a bien sûr privilégié Eisenstadt, Kagan, Panigel, mais il a aussi pris volontairement des photographes anonymes. Et puis, une fois cette photographie du Palais des Sports de Versailles, qui est terrible pour les Français. C'est pas seulement le massacre et la violence, mais c'est le fait de parquer, comme ça a été fait cette nuit-là, des milliers d'hommes. Et dans la mémoire collective des Français, il y a d'autres images qui reviennent et qui se surimposent. Voilà, en palimpseste, que nous avons, nous, en palimpseste, d'autres périodes de l'histoire. Est-ce que le mot que vous utilisez des manières de voir par rapport au travail d'Eric Manigault, c'est quoi les photographies sur lesquelles il a travaillé pour offrir des angles sur le sujet? C'est ça dont vous parlez? Je ne comprends pas bien encore. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Non, dites-moi. C'était peut-être la question du point de vue que vous recherchiez? La question du Point de vue sur la scène, l'angle, un peu comme vous l'avez montré. Oui, la question du point de vue, oui, effectivement. Oui. Ces perspectives, ce sont des points de vue, effectivement. Oui. Ces perspectives, des points de vue correspondant vraiment à des photographes ayant une certaine idéologie, une certaine pensée, une certaine réflexion, mais aussi des points de vue qui dépendent très aléatoires, qui dépendent de là où on se trouvait. Eisenstadt est par hasard sur le balcon avant du journal, Boulevard Poissonnière, et voilà, il a pu prendre, etc. Et Kagan encore plus, sans doute, puisqu'il a même caché ses clichés pour les récupérer. C'est à ça que l'on doit qu'il n'ait pas été détruit. Avec le Maurisanne. Ouais. Je m'interroge, alors, je ne suis pas sûr, je suis pas tout à fait sûr que ce soit deux rapports à l'histoire qui soient, je parle chez Eric Manigault, qui va rester de l'autre côté, et chez le Clément, qui soient totalement comparables. Je pense qu'il y a des différences. Et je pense que c'est une question, mais c'est aussi une question, mais derrière cette question, je pense que c'est celle de la présence et de la distance, et le rapport qu'on a à
oui. Et il y avait également des dessins d'Adèle Abdessemed sur l'ensemble du ghetto de Varsovie. Où là, on voit une stratégie, un rapport à l'histoire notamment, puisque chez Adèle Abdessemed, dans ce dessin, il y avait un dessin très expressionniste associé à une signature, c'est quasiment la pleine idée. Et donc, il montrait une volonté d'appropriation et d'identification de cette histoire. Et je crois que là, on est sur deux rapports à l'histoire, deux rapports au temps, qui sont très différents. Mais je vous remercie de votre question parce qu'en fait, je pensais qu'il y aurait forcément une question sur cette comparaison ou au moins présentation successive d'artistes comme Serino et Manigault et ensuite d'un artiste comme Mourezane. Je savais dans quelle mesure ça représente un certain risque et c'était du reste un peu mon défi du reste. Hein. Et je suis très contente donc que vous posiez cette question parce qu'effectivement, Mourezane, je pense, il est dans aux prises avec l'histoire récente de son pays et se veut acteur. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer donc récemment, à l'occasion de son exposition à la galerie Husneau, et puis d'échanger quelques mails. Et je lui demandais qu'est-ce que vous allez faire après ce grand Lénine que vous avez réalisé. Il me dit, je vais continuer à lutter, à me confronter à l'histoire. Je vais le faire simplement sous un autre médium, et je vais sans doute reprendre le dessin. Mais peu m'importe en fait le médium, pour moi, l'intentionnalité, c'est toujours la confrontation à l'histoire et le fait de pouvoir jouer un rôle actif. Alors en fait, ces dessins palimpsestes, ils ne reprennent pas du tout des photos d'histoire, des images d'histoire. Ils représentent des images d'histoire de l'art. Et en fait, c'est là la différence complète aussi entre le travail de Serino d'un côté, Manigault, et puis de Mourezane. On ne voit pas apparaître l'histoire en fait dans les images, elle n'est pas représentée. Mais c'est dans le dispositif en fait qu'il met en place qu'on la retrouve. C'est ce dispositif de volonté en fait, d'hésitation, de dialectique entre je fais émerger, je fais disparaître, je fais émerger, je fais disparaître, je fais émerger pour faire disparaître, je fais disparaître pour faire émerger, etc. Et je pense que c'est dans ce dispositif en fait qu'on retrouve l'histoire et qu'en sens on pouvait aujourd'hui se permettre de parler de Mourezane après avoir parlé des images représentant des images d'histoire.